On augmente les ventes de 30% en 4 ans, pardon. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment une belle perf. On augmente le web. En fait, on change tout. On passe d'une culture très old style à une culture de scale-up, de ce que j'avais appris chez HomeAway. On met de l'innovation, on remet un cap en mettant tout autour du client. En fait, la société s'était un peu égarée parce qu'on faisait des ventes, mais on ne savait plus trop pourquoi. On n'avait pas de lien entre les différentes équipes. C'est des équipes en France, en Belgique, en Allemagne, au UK, en Espagne. Donc là, l'idée, c'était de remettre une sorte de lien commun et de mettre une strate qui embarque tout le monde, pour se dire, on n'est pas que là pour faire des ventes, on est aussi là, avant tout, pour qu'on améliore l'expérience du client. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le one-to-one est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation. Et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Aujourd'hui, nous allons parler du tourisme résidentiel. Le secteur est en effet au cœur de multiples transformations, digitalisation des parcours, attente d'ultra-personnalisation, montée en puissance des enjeux RSE, revalorisation des destinations dites locales, nouvelles formes de distribution, autant de défis qu'on retrouve dans d'autres dimensions du retail et qui font de ce secteur une formidable source d'inspiration pour penser l'expérience client de demain. Mon invité du jour incarne cette transformation. Grégory Sion est CEO de Pierre et Vacances, un acteur historique du tourisme de proximité en Europe, né à la fin des années 60 à Avoriaz. Le groupe s'est construit sur un modèle original mêlant promotion immobilière et ancrage territorial. Depuis sa prise de poste à la direction de Pierre et Vacances en 2020, Grégory Sion pilote un repositionnement ambitieux, montée en gamme, développement durable, modernisation de l'expérience client et exploitation fine de la donnée. Avec lui, nous allons structurer notre échange en 3 temps comme d'habitude. D'abord avec un focus sur le marché du tourisme résidentiel. Quelles sont les évolutions en matière d'offres et de demandes? Qu'attendent vraiment les consommateurs d'aujourd'hui? Quel rôle joue l'éventuelle régulation, mais surtout l'écologie ou encore le pouvoir d'achat? Nous irons ensuite sur la proposition de valeur de Pierre et Vacances. Comment l'entreprise s'adapte-t-elle à ces mutations? Quels sont les grands chantiers stratégiques en cours, les relais de croissance ou les défis opérationnels? Et enfin, nous verrons la relation client, sujet ô combien important pour Pierre et Vacances. Vous allez le découvrir. Histoire de parler de captation et de fidélisation, quelle place pour la data, le CRM, la personnalisation, et comment faire en sorte que l'émotion d'un séjour devienne une préférence de marque. Bref, une conversation qui s'annonce riche, à la croisée des chemins entre l'hospitality, la tech, le branding et l'engagement durable. Mais avant de commencer, Grégory, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, merci Cyril. Donc j'ai 51 ans, 2 filles. Je suis ingénieur. Je commençais, était bon en maths et en physique. Donc j'ai continué dans ce parcours. Je me suis assez vite rendu compte que les usines et aller faire des modélisations, c'était pas trop mon truc. Donc j'ai eu la chance à fin de centrale de pouvoir faire une spécialisation en économie. Donc je suis parti là-dedans. J'ai rencontré un cabinet de conseil qui m'a vraiment donné envie d'aller découvrir et d'aller faire du business. Que quand on est en école d'ingénieur, le business, on connaît pas vraiment. En fait, on fait beaucoup de maths et beaucoup de modélisation, mais finalement, on connaît pas le monde de l'entreprise. Donc, c'est 8 ans
C'est que, comme je dis, c'est un beau complément de formation, une sorte de MBA. 8 ans, c'est long pour une formation. Mais pendant 8 ans, je me suis beaucoup amusé chez Oliver Wyman, qui a un très beau cabinet. Plein de missions, plus de 25. T'es sectorisé ou Alors, j'ai fait globalement que du B2C, ce qui fait que maintenant, c'est une industrie que j'aime bien. Je suis tombé dedans. Je crois beaucoup aux signes, en fait. Il y a des choses qui arrivent, ça plaît, on continue. Beaucoup de croissance. J'ai eu la chance de rentrer dans les années où finalement, il n'y a pas eu beaucoup de réduction de coûts. Là, on est globalement dans quel... On est en 97, donc jusque 2005. Donc beaucoup de croissance, d'acquisition, avec dans des secteurs plutôt, alors beaucoup de tourisme. Donc déjà, ouais, voilà, beaucoup. Alors dans des secteurs, beaucoup dans le ferroviaire. Je ne citerai pas le client, mais je pense qu'on peut faire le lien. Mais plutôt dans les activités nouvelles, voyage SNCF. Donc des choses très marrantes pendant quelques années. Et au bout en fait de 8 ans, j'ai la chance de rencontrer le directeur général de Promo Vacances. Attends, on va y venir. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que j'aimerais que tu détailles un peu plus. Tu as un parcours d'ingénieur, donc tu fais l'école centrale et tu découvres... Bon, après, tu as un petit module de spécialisation en économie. C'est ce que c'est tout petit, ouais. C'est tout petit. Bref, tu fais tes armes dans le business, dans ce cabinet de conseil. C'est un discours qu'on entend souvent, en fait. On fait des grandes études et puis on les prolonge dans le côté un peu opérationnel, histoire d'être les mains dedans avec le conseil. Qu'est-ce que tu as découvert qui t'a étonné et qu'est-ce que finalement ton profil d'ingénieur est venu apporter à cette expérience? Alors, en fait, il y a quelque chose qu'on apprend en école d'ingé, mais c'est la même chose dans le parcours en fait à la française, c'est l'exigence, la capacité de travail et la capacité à analyser et à synthétiser. Ça sert en fait dans le business, ça m'a servi dans le conseil et ça me sert aujourd'hui tous les jours. Donc, c'est des super formations. Il faut qu'on en soit très fiers. J'entends beaucoup de French bashing. Faut surtout pas. En fait, on a une super formation. J'ai eu la chance, on en parlera après, partir à l'étranger et je vois en fait les forces de l'éducation à la française. Donc, ça c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est qu'est-ce que le conseil apporte? Quand on sort en fait des études, surtout à l'époque, je pense que c'est un peu changé, on n'a pas fait beaucoup de stages. Donc en fait, savoir ce qu'on veut faire entre 18 et 22 ans, moi je suis toujours admiratif. Moi je savais pas. Donc j'avais besoin en fait d'avoir une sorte de melting pot à la fois de type d'entreprise et finalement est-ce que j'ai plutôt envie de travailler sur du B2C ou plutôt sur du B2B? Est-ce que j'ai envie de travailler dans la banque ou pas dans la banque? Et en fait, le conseil, c'est une forme d'accélération pour aller voir plein de sociétés, plein de cultures d'entreprise et aussi plein de problématiques. Et en fait, ce que j'ai vu dans ces 8 ans, c'est moi ce qui m'amuse, c'est les sujets de croissance, les sujets où il y a un client que je peux comprendre et que je peux toucher. Donc en fait, du client plutôt B2C, les trucs B2B, c'est trop compliqué, c'est pas assez direct. Et les choses qui vont vite. J'ai bossé pour pas mal de grosses boîtes. On va dire que le côté corporate m'a pas trop plu et pour la suite, j'ai plutôt été dans des boîtes plus petites. Les ETI. Exactement. Soit des scale-up, soit des ETI. Donc, c'est vraiment une super école pour aussi apprendre à voir qu'est-ce qui plaît, en fait, à titre perso. Est-ce que, comme tous ceux qui passent par cette expérience-là, cette étape-là, à un moment, tu te dis, c'est bien, c'est théorique, je donne des conseils, mais je vois pas la mise en œuvre, la mise en pratique de ce que je dis, et j'aimerais bien passer côté opérationnel, côté client, en fait. Je pense qu'au bout d'un temps, on se dit, c'est exactement ça. C'est au bout de 6 ans, je me suis dit, bon, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie? C'est quand même un super métier, mais on fait beaucoup de papier. Et on n'est pas là pour suivre. On a des bonnes idées, on travaille avec des gens qui sont super, on met des choses en place, mais à un moment, quand ça commence à être la partie excitante, on s'en va. Donc, il y a quelques missions, on continue. Mais donc, il y a eu cette frustration. Pendant 2 ans, je dis, oui, mais je continue à faire des trucs marrants. Et au bout de 8 ans, je me suis dit, bon, allez, il va quand même falloir voir ce que c'est que le vrai business et se plonger dans... Voilà, et c'est là où j'ai rencontré le Promo Vacances. Et alors, tu rencontres Promo Vacances pour aller faire quoi? Alors, je rencontre le directeur général de l'époque, qui est quelqu'un d'exceptionnel, ultra exigeant. Alain de Mendoza. C'est un deal maker, voilà, quelqu'un de vraiment exceptionnel, hyper exigeant, hyper travailleur. Et il me dit, bah voilà, en fait, on doit grossir, on est détenu par Amadeus, on veut sortir,
on veut aller chercher un nouveau fonds. Amadeus, c'est le système de réservation qui était utilisé par la SNCF aussi, non? Il n'y a pas un système? Non, c'est un truc, c'est une grosse boîte. On était détenus par Opodo, par une société, en fait. Et ils étaient en train de se recentrer sur leur business. D'accord. Et ils disent, bon, Provacances, c'est quoi? C'est un tour opérateur, une agence de distribution, une agence en ligne. Donc, ils disent, bon, il faut qu'on sorte. Et il me dit, il faut qu'on prépare la sortie. Il y a un plan strat à écrire. Il y a des acquisitions à lancer. La boîte fait un peu moins de 200 millions d'euros. Il faut qu'on grossisse très vite. Donc, il y a plein de choses à faire. Rejoins-nous comme directeur de la stratégie. Le but, c'est que tu découvres l'opérationnel. Je suis resté 3 ans et demi. En 3 ans et demi. Là, t'as quoi, 35 ans, un truc comme ça? Ouais, 35 ans, un petit 35 ans, ouais. Et donc je commence et on fait 2 acquisitions, on sort, on rentre avec un nouveau fonds. Là, t'es seul, t'as une équipe, comment ça se passe? Alors, je me souviens, c'est souvent ces changements. Je passe du 8e arrondissement avec des grosses moquettes et j'arrive dans le 10e arrondissement, dans un grenier, au milieu d'un grand plateau où je suis tout seul. J'ai pas d'équipe, alors que je gérais des équipes assez significatives. Et la première semaine, je me dis, waouh, qu'est-ce que je fais là? Et en fait, au bout d'un temps, assez rapide, on me confie une équipe parce qu'on me dit, il y a une équipe là, la qualité, on sait pas trop ce que c'est, là, le client, on sait pas trop ce que c'est. Donc, ce serait bien que tu montes une équipe, que tu la structures et en parallèle, il faudrait que tu me fasses une acquisition et on va aller voir les fonds pour aller faire le plan strat. Il faudrait que tu fasses les 3 en parallèle. Donc, une diversité d'expériences, une énergie incroyable. C'est des petites sociétés, donc vous bossez comme un fou, mais tous les matins vous vous levez, vous pensez qu'il y a une seule chose, c'est j'ai des trucs ultra excitants à faire avec quelqu'un qui est ultra visionnaire et qui vous donne envie de vous lever. Donc 3 ans d'une intensité assez rare. Et à l'issue de ces 3 ans, tu découvres la finance de façon plus... Ouais, alors j'ai fait comme, en fait, je fais pas de la finance, je faisais des modèles. Je faisais des simulations, des PNL. Donc oui, j'ai continué à faire des PNL comme j'en avais fait pendant 8 ans. Je me suis beaucoup amusé. Mais là, j'ai surtout commencé à voir les acquisitions dans le concret. Parce que c'est pas, quand vous êtes dans le conseil, vous faites des plans stratégiques, vous dites voilà, la boîte vaut autant, des perspectives, l'équipe, etc. Mais en fait, vous n'avez pas de conviction. Là, l'idée, c'est quand on a acheté ces 2 sociétés, il a fallu rencontrer les équipes, il a fallu dire on y va à tel prix. Alors, le directeur général a fait un travail remarquable. Moi, j'étais juste là pour l'accompagner, mais il y a eu après l'intégration. Et là, c'est pas la même chose. Là, c'est concret, là. C'est concret. C'est si ça plante, c'est de votre faute. Donc, dans les faits, les 2 se sont très bien passés, donc tout va bien. Mais c'est beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus les mains dans le cambouis. Et en fait, c'est ce qui m'avait manqué dans le conseil et que je pense que j'ai toujours recherché et en fait capitalisé, c'est j'ai une forte énergie, j'ai une vraie capacité de travail, mais il faut que je le fasse avec beaucoup de passion. Et à chaque fois, en fait, dans mon parcours, les points, quand j'ai changé, c'est toujours des rencontres. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a donné envie, avec un beau projet, beaucoup d'autonomie. Et en fait, après, on me donne un champ à labourer et on me dit, on te dit pas comment faut faire. Maintenant, le but, c'est qu'il y aille très vite et que ça avance très rapidement. Donc voilà, 3 ans et demi incroyables. Au bout de 3 ans et demi, je rencontre une autre personne, au plus exactement un chasseur qui m'appelle et qui me dit, voilà, il y a une petite société, ça s'appelle Abritel, maintenant tout le monde connaît, qui vient d'être achetée par un fonds. Ils sont à Marseille, ils cherchent un DG. Alors moi, j'étais pas DG à l'époque. Et je raccroche, je dis oh, c'est pas pour moi. Et discussion avec ma femme, et on parle de Marseille. Pourquoi c'était pas pour toi? Parce que j'étais très content là où j'étais, parce que la boîte fonctionnait bien, que les acquisitions fonctionnaient bien, et que je me dis j'ai plein de trucs, je m'amuse beaucoup. Mais en fait, je faisais plein de choses, mais passer DG, ça change. En fait, on devient vraiment responsable, on est chef de file, on doit structurer une équipe, en fait, on est responsable d'un PNL. Donc, en fait, en revenant, j'ai eu une discussion et ma femme me dit, fonce. Donc, je passe les entretiens, pareil, un fit incroyable avec la personne qui s'occupe de l'Europe. J'arrive à Marseille, je me souviens toute ma vie, je rentre, donc pareil, on est dans le monde des startups, une boîte qui fait 30 personnes à l'époque. J'arrive, j'ouvre la porte. Et donc, c'est ma première expatriation, comme je dis à chaque fois. Là, j'ouvre, je vois un monsieur qui arrive en tatane, donc avec un maillot de l'OM. Donc, c'est la première interaction que j'ai avec Abritel. Et là, je me dis, ça va être compliqué, ça va être long.
Et donc là, c'est en fait la première fois que je me mets vraiment à faire du digital. Donc tu vas. Et la feuille de route. La feuille de route, c'est la société vient d'être achetée. On fait 30% de croissance par an et on fait 30% d'EBITDA. Et il faut augmenter les deux. Donc les leviers, c'est on a racheté 5-6 boîtes en Europe. Tu vas bosser avec les équipes. Vous allez trouver des leviers. Là, on est en quelle année ? On est en 2009. Donc j'ai 35 ans. Voilà. Donc j'avais 32 ans quand j'étais chez Promovac. T'es en 2009. C'est quoi l'environnement concurrentiel à l'époque ? Alors Airbnb n'existe pas. C'est ça. Voilà. Bon, commence à se lancer, embryonnaire. La location de vacances, c'est un métier que personne ne connaît. Quand je parle d'Abritel à l'époque, les gens me disent mais c'est quoi ? C'est des annonces Minitel, etc. On m'a beaucoup dit que je faisais des piscines, parce qu'il y a une société qui fait des piscines qui s'appelle à peu près du même nom. Et globalement, Booking se développe. On est vraiment sur un marché où le digital existe, mais on est sur un marché de petites annonces. Hein. Donc, et c'est cette transformation, cette accélération qu'il faut lancer. Donc avec cette feuille de route, et là j'apprends le métier du digital en me disant je me mets au SEO, je me mets à l'acquisition, je recrute des super équipes, on accélère, on double la taille en 2 ans et demi. Donc le challenge pour toi là, c'est ce que je veux dire à titre personnel, c'est quoi le plus dur ? C'est la culture d'entreprise, c'est le monde du digital, c'est changer de taille, passer d'une ETI à une PME, c'est quoi Alors les challenges, ils étaient multiples. Moi j'aime bien à chaque fois que c'est un peu compliqué ou très compliqué et que y a un beau challenge. Là, ce qui est dur, c'est qu'en fait, vous prenez une boîte qui va déjà très vite. Parce que 30% de croissance avec 30% d'EBITDA, c'est déjà rapide. Donc, il faut monter dans le train, comprendre comment il fonctionne. Parce que c'est compliqué, en fait. Tout le monde dit, oui, c'est simple. C'est très compliqué. Ça ne se joue pas à grand-chose. Donc, il faut comprendre le business model, prendre une équipe qui est pas mal, d'ailleurs, je ne vais pas changer grand monde, et mettre sa patte. Donc, il faut être capable d'avoir suffisamment de pragmatisme et de compréhension fine de la boîte pour essayer changer quelques éléments. Donc, on n'a pas transformé Abritel. On a juste dit, on va faciliter les choses. Donc, on a professionnalisé tout ce qui est le monde du marketing digital. Donc, je professionnalisais en apprenant. Donc, c'était assez drôle. On a lancé, justement, il y avait un déficit de notoriété à la fois sur la marque et sur la catégorie. Donc, on s'est associé avec des acteurs qui étaient plus connus que les vacances Île-de-France pour essayer de faire émerger la marque. On a fait un deal avec la SNCF. Donc, tout ça autour des partenariats que j'avais pu travailler dans les années précédentes chez Promovacances. On a aussi lancé un nouveau business. En fait, Abritel, c'est quoi ? C'est vous êtes propriétaire, vous mettez en ligne votre maison, votre appartement, et vous le louez. Donc maintenant, tout le monde dit, c'est évident, c'est Airbnb. Mais 2009, on ne savait pas comment ça marchait. Donc les gens ne savaient pas comment ça fonctionnait. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, qui aujourd'hui fait ça ? Il n'y a pas que les propriétaires individuels, il y a des agences de location. Donc on est allé voir les agences de location et on a lancé un nouveau business pour aller proposer ce service à des gens qui sont beaucoup plus développé, beaucoup plus structuré, du B2B en fait, du petit B2B. Ouais, ça a été un booster. Voilà, un énorme booster. Et donc le business a bien évolué. Et ça reste combien de temps ? Alors au bout de 2 ans et demi, ils me disent c'est super, on a un beau challenge pour toi aux États-Unis. Donc pareil, je rentre à la maison, on discute. Là, tu étais à Marseille. Je suis à Marseille. Donc j'avais fait ma première expatriation. Et là, donc la société est à Austin, au Texas. Là, j'emmène toute la famille. Alors non, justement, tout le monde se dit Texas, mais le Texas, Austin, c'est Blue Point in the Red Ocean, qui veut dire que c'est le seul endroit démocrate dans ce magnifique État, qui est une ville incroyable, qui est une qualité de vie de fou, ultra orienté autour de la culture, de la musique, de la tech. Il y a énormément de sociétés qui sont lancées là-bas. HomeAway en fait partie. Donc j'arrive avec mon expérience de Frenchie. C'était pour faire quoi ? Pour reprendre une société qui venait d'être achetée. On vient de rentrer en bourse. Donc on a fait l'IPO du groupe, HomeAway. Une société a été rachetée qui s'appelle Bed & Breakfast, qui est une start-up qui fait 30-40 millions, qui sort 30% d'EBITDA et qui est en fait une diversification. HomeAway, c'est la location de vacances. Bed & Breakfast,
comme son nom l'indique, c'est du bed and breakfast, donc de la chambre d'hôte. Et l'idée, c'est d'intégrer cette société dans une boîte qui commence à être significative, qui grossit, qui est cotée en bourse. Startup texane, donc culture plutôt cow-boy, dans un groupe post-IPO, donc SOX, donc des tas de process. Donc l'idée, c'est pareil, j'arrive avec... S'ils ont pensé à toi, le franchise basé à Marseille, pour aller faire ça, c'est que tu avais obtenu les résultats C'est escomptés. parce que j'avais des bons résultats et je pense qu'il y a peu d'Américains dans le groupe qui étaient prêts à prendre le risque parce que c'était pas core business, parce que c'était une activité qu'on savait tenue par des start-upers géniaux, mais bien indépendant. Voilà. Que quand je suis arrivé, en fait, j'ai découvert l'envers du décor, une boîte géniale avec des gens super, mais toute l'équipe de direction est partie. Donc, il a fallu remettre du jus, de l'énergie. Je l'ai fait avec beaucoup d'humilité. Je suis pas américain. Quand je parle anglais, je parle avec un accent qui montre que je viens de France, de manière assez assumée, voilà. Voilà, je découvre une équipe qu'on reconstruit avec une feuille de route qui est assez marrante. On me dit, il faut accélérer aux États-Unis, il faut lancer l'Europe. Donc depuis Austin, je débauche une partie de mes anciennes équipes à Marseille et on lance un business qui aboutit on a 5000 propriétaires en 2 ans et demi, donc on fait aussi un très bon boulot. Les États-Unis, on remet une équipe, on structure, on l'intègre dans le groupe en mettant des process, quelque chose qu'ils n'avaient pas vu depuis le début de la boîte en fait. Les process n'existaient pas. Donc on arrive à grossir, à augmenter l'EBITDA, donc le truc se passe bien. J'ai mon ancienne présidente de l'Europe qui, au bout de 3 ans, me dit j'ai un super job à Londres, faut que tu t'occupes de Nord-Europe. Donc, est-ce que ça te dit de revenir? Donc, je réembarque toute la famille, on repart. Londres, expérience complètement différente. Un business qui était un peu à l'arrêt. Qu'est-ce que tu retiens juste en quelques mots des US les trucs à partager, pas forcément sur... Non. Tu vois, le choc culturel, il a été forcément là, même si on dit que c'est occidental. Tu vas aux États-Unis, c'est déjà un truc. Et au Texas, même si c'est Austin... T'es comme DG. Voilà. Ouais. Alors, moi, il y a un truc, je suis ultra positif sur les États-Unis. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, surtout avec le nouveau président, mais ça, on n'en parlera pas. Moi, ce que je retiens, et c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté, c'est tout est possible. Je me souviens notamment, il y a eu quand je suis arrivé, il y a eu une grosse crise SEO, un gros problème lié à une erreur qui avait été faite. Et en fait, le trafic s'effondre. Et à un moment, je vais voir mon boss et mon boss me dit « Non, mais tu vas remonter. C'est possible, tu vas le faire en 2 mois. » Et je lui dis « Mais non, c'est pas possible, il y a un mur là. Il y a un mur. » Et en fait, il me dit « Non, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Fais ça. On bosse ensemble, on va y arriver. » Et en fait, le mur a disparu. C'est-à-dire que le côté positif, la structure, le fait de se dire on va y arriver, mettre les moyens, en fait, c'est quelque chose qu'en France, on est tout le temps à avoir le côté négatif. Aux États-Unis, on est vraiment dans une culture super positive. Et c'est quelque chose que j'ai gardé de cette expérience. C'est, en fait, il y a des challenges, il y a des moments où on voit pas la sortie. Mais en fait, pour peu qu'on garde le cap et qu'on soit positif, bien entouré, à un moment, il y a un trou dans le mur. Il peut être pas très large, il peut prendre un peu plus de temps que prévu, il peut être un peu plus à droite ou un peu plus à gauche, mais il faut vraiment garder ce côté positif. Et ça, les Américains le font ultra bien. Et après, il y a la structure. On met les moyens, on cale le dispositif et après on exécute. On est moins dans l'improvisation qu'en France, moins le côté je décide dans mon coin, j'improvise. On est beaucoup plus dans la structure, surtout dans une boîte cotée. Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de garder. C'est garder l'agilité, mais en mettant plus de structure et plus d'organisation. Donc c'est avec ça que tu arrives à Londres. J'arrive à Londres. Donc pareil. Donc là, c'est pour piloter l'activité nord-européenne. Voilà, qui est le plus gros business en Europe. Donc c'est quoi, les pays scandinaves, le UK? Scandinaves, UK, Irlande. Donc un gros business, une société qui marche bien, qui crache de l'EBITDA, mais qui grossit plus. Pourquoi? Parce que l'activité auprès des agences a pris le pas sur le reste. On a arrêté de développer, on a arrêté de donner la visibilité et la société a changé. On est passé d'une boîte avec des PME locales tenues par des DG forts dans une boîte plus matricielle avec des gens qui reportent aux États-Unis, qui reportent à des gens à Londres, etc. Donc, faut comprendre que
il faut essayer de trouver un équilibre dans ce nouveau mode de fonctionnement. Et donc, moi, ma feuille de route, c'est il faut relancer la croissance. Et je vois que la société, en fait, elle a perdu l'énergie du début. Donc là, avec mon directeur commercial de l'époque, on se dit, pour relancer, il faut qu'on redonne des perspectives et qu'on remette de l'énergie et une forme de culture un peu fun. Le bureau anglais, c'est un bureau ultra ouvert, c'est un bureau très très fun à la base, qui s'était un peu endormi parce que les équipes étaient devenues très matricielles, il n'y avait plus d'énergie qui était apportée. Donc, on a relancé ça en faisant des all-hands. Donc, c'est toutes les 15 jours, on fait un update sur les résultats, on remet de l'énergie dans les équipes commerciales, on redonne une perspective avec un gros projet de changement de plateforme pour un de nos sites, une de nos marques. Et on se met à remettre du fun en faisant des choses que j'ai pas refait depuis. Je me suis habillé en schtroumpf pour présenter les résultats monthly. Je me suis habillé en pin-up le jour où on a dépassé les objectifs qu'on s'était donnés sur le mois. Donc beaucoup de challenges pour remettre du fun en fait. Ça a très 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 bien marché. Voilà. Et au bout de cette période-là, la boîte a fait l'IPO. J'ai envie de rentrer en Europe, plus exactement en France, pour plein de raisons perso. Et là, je rencontre une de mes anciennes clientes qui travaille chez Pierre et Vacances Center Park, qui me dit est-ce que on a un beau challenge, la société, on a des marques incroyables, Pierre et Vacances, Center Park, Maeva. Par contre, au niveau commercial, on stagne, digital, on sait pas faire. Il faut quelqu'un pour remettre de l'énergie. Et by the way, nos coûts sont trop importants. Donc, feuille de route assez excitante. Je l'ai rejoint. 2016, exactement. Depuis 2020, je suis DG. Et avant ça, donc j'étais au commercial et au digital. Donc là, pareil. En fait, j'ai un peu capitalisé sur ce qu'on s'était dit. Le côté positif que j'avais eu sur les côtés américains, le côté en fait, faut être fun parce que Pierre et Vacances Center Park, c'est une belle marque, mais il faut qu'on attire des talents, il faut qu'on donne quelque chose de différent par rapport à plein d'acteurs du tourisme. Là, tu es au niveau du groupe. Oui, je suis au niveau du groupe. Donc le groupe Pierre et Vacances Center Park, les marques sont autonomes sur le marketing et sur l'exploitation. Par contre, toute la partie commercialisation, elle est regroupée pour l'ensemble des marques. Donc, je m'occupe de l'ensemble des PNL. Donc là, très marrant. On augmente les ventes de 30% en 4 ans, pardon. Ah, c'est énorme. Ouais, c'est vraiment une belle perf. On augmente le web. En fait, on change tout. On passe d'une culture très old style à une culture de scale-up, de ce que j'avais appris chez HomeAway. On met de l'innovation, on remet un cap en mettant tout autour du client. En fait, la société s'était un peu égarée parce que on faisait des ventes, mais on ne savait plus trop pourquoi. On n'avait pas de lien entre les différentes équipes. C'est des équipes en France, en Belgique, en Allemagne, au UK, en Espagne. Donc là, l'idée, c'était de remettre une sorte de lien commun et de mettre une strate qui embarque tout le monde pour se dire, on n'est pas que là pour faire des ventes, on est aussi là avant tout pour que on améliore l'expérience du client. Donc, on a pris tous les irritants, un par un, on les a traités un par un. Donc, le web va pas assez vite. Sur le web, il n'y a pas les bonnes infos. Le call center, on attend trop longtemps. C'est pas de la science-fiction. Hein. Donc, on a commencé à traiter un par un, suivre ça au travers d'un NPS, qui est un Net Promoter Score. Et on voit que les choses s'améliorent. Les ventes s'améliorent. Le NPS, au moment de l'expérience, s'améliore, que ce soit sur le web, que ce soit sur le call center. Et étape par étape, on voit que les choses s'améliorent. Et surtout, on arrive à embarquer les équipes. C'est-à-dire que on n'est pas là pour faire du chiffre d'affaires, on est là pour améliorer l'expérience pour nos clients. Donc, on a vraiment un sens commun qui marche très, très bien. Et en parallèle, on lance tout un département innovation pour aussi se dire, bon, Pierre et Vacances Center Park, c'est une belle marque. Maintenant, c'est pas une marque qui fait rêver. On se dit, comment on va faire? On va faire des choses que... Et là, du coup, pour dire c'est une marque qui fait pas rêver, pourquoi elle fait pas rêver? Alors, je sais pas que ça fait pas rêver, mais c'est des marques extraordinaires. La notoriété est dingue.
Moi, je suis parti plein de fois chez Pierre et Vacances Center Park. J'ai plein d'amis qui sont partis, qui adorent. Maintenant, c'est quand vous parlez à des gens qui sont dans la tech et que vous cherchez à recruter des talents dans le digital, ils pensent à d'autres sociétés. Donc, pour cette population, il y a une image poussiéreuse de Pierre et Vacances. Voilà, il y a de la poussière au-dessus. Donc, on s'est dit, on va travailler cette poussière. Donc, les marques faisaient leur travail, mais plutôt côté B2C. On s'est dit, on va essayer de donner une impulsion. Donc, on a lancé on a lancé un département innovation avec un petit budget. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Améliorer l'expérience client. Donc là, on est en 2018. Et en 2018, on se dit, notre obsession, c'est mieux comprendre le client. On se met à faire de l'écoute, l'analyse sémantique, l'analyse de sentiments. Alors aujourd'hui, tout le monde dit, ouais, ça se fait. 2018, il n'y avait pas beaucoup. Et là, on commence à identifier des irritants encore partout. C'est-à-dire, on commence à comprendre, mais nos clients sont pas contents sur quoi? Ils sont pas contents parce qu'ils savent pas à quelle heure ils doivent arriver, ils savent pas est-ce qu'ils peuvent ramener leur chien, est-ce qu'ils doivent partir à telle heure, comment est-ce qu'ils font. En fait, vous avez une lecture plus fine, hyper fine, des retours, des insights consommateurs. Exactement. Et c'est un des éléments, je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, la data, la personnalisation, c'est ultra important. Mais moi, je suis obsédé par la satisfaction client et le but, c'est de mettre le client au cœur et après de trouver des outils, des technos pour mieux comprendre et après mettre les plans d'action. On va revenir dessus, effectivement, on parlait d'émotion et c'est très fort en fait. On est en vacances quand on est chez Pierre et Vacances, donc tu peux pas faire fi de l'émotion. En 2020, tu prends la direction de Pierre et Vacances. On va y revenir, mais juste en 2 mots, c'est quoi ta mission là quand tu prends cette direction-là? Alors, j'ai le pif, je signe. Parce que j'étais en plein Covid. Ouais, je signe le 12 mars. On me propose le job. Le 16 mars, on est confiné. Donc, je prends mon poste le 15 mai, c'est le jour du déconfinement. Donc, tout de suite, les chiffres ont beaucoup progressé. Je crois beaucoup à l'impact, en fait. Donc, non, la société en 2019, donc pré-Covid, perd beaucoup d'argent. On perd plus de 10 millions d'euros pour Pierre et Vacances. La marque est poussiéreuse. Par contre, une notoriété de fou, des sites incroyables. Et on me dit, le but, c'est il faut que tu redresses cette société le plus rapidement possible. Globalement, en 2 ans. C'est-à-dire la ramener à un EBITDA à peu près flat. Et après, il va falloir préparer la suite. Donc, construire un projet, construire une équipe. Donc, pareil, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est un challenge un peu fou. Mais je me dis, je connais quelques personnes du comité de direction. Alors, j'en ai changé quelques-uns depuis, mais je connais surtout les sites très bien parce que ça fait 4 ans et demi que je suis là. Je connais la force de la marque et je sais qu'il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, la feuille de route, elle est simple. Il faut redresser la société. Maintenant, je suis quelqu'un de très humble de par les différents sujets. J'ai jamais fait d'exploitation de ma vie. J'ai jamais géré un hôtel ou une résidence de ma vie avant là. Et là, on me demande l'essentiel de mon travail, ça va être de comprendre les sites, de comprendre non pas que le client, mais faire que l'expérience sur site se passe bien. Parce qu'on gère 200 sites, c'est beaucoup de monde, c'est 2500 personnes. Donc pendant 2 mois, je passe mon temps sur le terrain à aller rencontrer les équipes, à rencontrer les clients, à voir ce qui se passe. Tu vas nous raconter comment tu as fait ça. Mais donc, finalement, on te demande de prendre la direction avec un plan de temps. D'abord éteindre le feu et après reconstruire. Exactement. C'est un peu... Et le feu va vite. Et le feu va vite, la maison est en bois. Exactement. Parce qu'elle est durable. Exactement. Merci pour cette présentation. En fait, je pense qu'avec cet échange, on comprend tout à fait la valeur que t'apporte à Pierre et Vacances. Puis surtout, là, tu vas pouvoir nous poser des éléments d'analyse sur le marché de ce tourisme résidentiel avec une acuité que toi seul peux avoir. C'est quoi aujourd'hui ce marché, l'offre, la demande et les évolutions? On est 5 ans après le Covid. Qu'est-ce qui a changé? C'est quoi l'ère du moment? Alors, le tourisme post-Covid, parce que pendant le Covid, c'était calme, très calme, voilà. Post-Covid, il y a eu un rebond extraordinaire qui a fait aussi que ça a contribué à notre redressement, ayant beaucoup d'humilité. Donc, c'est
tourisme, c'est gros, hein. Ça représente 8% du PIB en France. Nous, on est en France beaucoup en Espagne aussi. On se développe dans d'autres pays, on en parlera. Donc, c'est un marché qui est en croissance. Déjà, ça, c'est bien. Tout le monde dit, en fait, les vacances, c'est sacralisé. Je pense qu'on est en train de voir que c'est pas tout le temps le cas. C'est-à-dire que là, ça devient plus difficile. Les problématiques de pouvoir d'achat commencent à aussi impacter les vacances. C'est pas un budget sanctuarisé, en fait. Quand vous devez d'abord manger, ça, c'est sanctuarisé. Maintenant, partir en vacances, c'est de l'optionnel. Ah, c'est la pyramide de Maslow. Hein. Exactement. Voilà. Par contre, ce qui a changé post-Covid, c'est que je pense que les gens ont compris qu'il fallait se faire plaisir, qu'il fallait profiter aussi de ces moments-là, et que les vacances, nous, on croit beaucoup au fait qu'il y a beaucoup de formes de vacances. Vous pouvez partir à l'autre bout du monde, vous pouvez partir dans des clubs, vous pouvez faire des circuits, vous pouvez prendre un long courrier. Nous, on est très humble et responsable. Nous, on croit beaucoup au fait de revenir à la simplicité. En fait, les gens, ils ont envie de partir en vacances. Pourquoi ? Pour se retrouver en famille ou avec des amis. C'est un point important. Ils ont pas envie de partir à l'autre bout du monde tout le temps parce qu'ils partent plus souvent en vacances. Ce qu'on voit maintenant, c'est que les gens partent peut-être moins longtemps, mais plus souvent. Ouais, ils étalent dans l'année, finalement, dès qu'il y a une opportunité, un pont, dès qu'il y a une possibilité de prendre quelques jours, les gens aiment bien partir pour se retrouver et en fait repasser du temps ensemble. Pour autant, le moment estival, il reste toujours fort et marqué, on est d'accord. Oui, on est d'accord que juillet-août, c'est quand même une période d'activité intense, mais il y a beaucoup de moments. Nous, on est très fort sur les vacances au ski. Puis la vacances, c'est le leader au ski. On est très fort sur le littoral. Donc, évidemment, l'hiver est important. Donc, nous, l'équivalent de juillet-août, c'est les vacances de février. Donc, on a énormément de monde qui partent en février. Mais on voit qu'il y a des gens qui partent maintenant en dehors des vacances parce que c'est moins cher, parce que vous avez moins de monde, parce que vous faites moins la queue. Mais pourquoi les gens font plus ça maintenant ? Je pense que c'est lié à une évolution de la société, de la structure des foyers. C'est lié à quoi ? Il y a plus de divorces, donc je pense qu'il y a plus de petites structures. Vous avez des gens qui sont très attentifs au budget. Les prix des vacances ont augmenté. Hein. Quand vous regardez en août ou en février, c'est beaucoup plus cher. Donc, on va dire que les gens sont créatifs pour tenir leur budget et que on est aussi, nous, on est en février, on est plein, donc on est beaucoup plus agile pour proposer des vacances plus courtes. C'est-à-dire que vous pouvez faire 4 jours, 5 jours. Vous n'êtes plus obligé de partir une semaine comme c'était le cas. Finalement, tu es en train de me dire l'offre en général a adopté une attitude beaucoup plus flexible pour les vacances. Il y a 15-20 ans, quand on voulait partir en vacances, c'était du samedi au samedi. Exactement. Puis finalement, je sais pas si c'était l'esprit qu'on avait, les habitudes qu'on avait, mais on prenait une semaine ou 2 semaines en février, à Pâques, ou durant l'été. Mais il y avait une forme de répétition de quelque chose qui était ancré, que l'unité de compte était la semaine pendant les périodes scolaires. Exactement. Et maintenant, les gens partent 3-4 jours. Mais est-ce que c'est aussi parce qu'il y a plus de retraités ? Est-ce que c'est le boom qui vient changer aussi les habitudes de consommation ? Nous, l'essentiel de nos clients, c'est des familles. C'est plus de 50% de nos clients. Évidemment, on a des couples, on a des gens qui partent en solo, on a des retraités. Les retraités, ils aiment bien septembre. Et on voit que septembre explose depuis 4-5 ans parce que on a plus de retraités et qui se rendent compte que septembre, c'est pas cher, qu'il fait beau, mais pas trop chaud. Et donc, on a effectivement une modification de notre clientèle qui fait qu'aujourd'hui, et je pense que c'est bien aussi, on a des nouvelles périodes qui se développent. C'est-à-dire qu'on n'a plus le sacro-saint juillet-août, qui d'ailleurs est 15 juillet, 15 août maintenant. Ouais. On a l'avant-saison, septembre. Et j'ai discuté récemment avec quelqu'un de digital et il me disait en fait la meilleure période pour partir en vacances, c'est pas juillet-août parce que il fait chaud, il y a beaucoup de monde. Il faut partir dès qu'on peut en dehors. Et les gens commencent à comprendre que quand j'ai des enfants plus petits, je peux partir avant ou après. Quand j'ai des enfants beaucoup plus grands, ce qui commence à être mon cas, je pars sans eux, donc je pars après parce que c'est toujours mieux. Et vous pouvez passer des super vacances. Donc, et vu que je peux pas prendre une semaine, je vais prendre 4-5 jours. Nous, on s'est adapté en fait à cette demande beaucoup plus de flexibilité, à la fois sur les périodes, sur les durées, et aussi sur les destinations. On essaye de diversifier pour répondre à un maximum d'attentes. Je suis à Paris, j'ai envie de passer un week-end à Deauville.
on a des super produits. On a des sujets on a des destinations dans le sud, on a des destinations en Espagne. On essaye en fait de répondre à toutes les attentes de nos clients qui finalement, ils switchent énormément. Ils cherchent des destinations, des beaux endroits et c'est notre conviction, c'est que les vacances, c'est simple. Les gens, ils cherchent quoi? Des beaux endroits, du service et globalement. Quand tu dis des beaux endroits, tu penses à la région, la nature, ou tu penses au lieu d'habitation? Les deux en fait. Ce qu'ils veulent, c'est être dans les endroits où il y a des choses à faire. Donc, il y a des destinations touristiques C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent de plus en plus l'expérience. Les expériences dans le lieu de résidence de vacances. Ouais. Et ça, c'est un game changer. C'est-à-dire que si tu proposes pas quelque chose, si tu proposes la location sèche, ça va plus. Ça répond pas à toutes les. Nous, ce qu'on dit, notre métier, c'est d'être dans les spots où ils ont envie de partir, de proposer des hébergements de qualité, c'est-à-dire qu'ils puissent arriver, il n'y a pas de surprise, c'est sympa, il y a 1 mètre carré prévu, on a tout le service, on a des équipes au top qui ont été formées, qui les accompagnent. Et notre métier après, c'est de proposer des services. On en a internalisé des tonnes, on a des spas, évidemment on a des piscines, on a des activités pour les enfants sur certains de nos sites, mais on est surtout là, on y reviendra tout à l'heure, sur donner de la visibilité aux gens qui sont les prestataires et les acteurs dans chacune des destinations. Parce que nous, on pense que les clients qui viennent chez nous, ils sont là pour visiter et pour se balader en fait. Donc on n'est pas là pour les retenir chez nous, on est là pour qu'ils puissent découvrir. Et notre force, c'est d'être là depuis des années, donc de connaître les bonnes personnes et de les faire venir dans nos sites, dans nos hôtels, dans nos résidences, pour que les gens puissent découvrir en fait quels sont les bons restos, quelles sont les bonnes activités. Et on se fait pas d'argent dessus, c'est pas notre métier. Notre métier, c'est que nos clients soient contents, qu'il y ait un bon rapport qualité-prix et qu'on ait des clients qui reviennent chez nous en disant « Quand je vais chez Pierre et Vacances, j'ai passé des super vacances, j'ai pu faire des activités incroyables dans un super site et je vais aller en découvrir un nouveau. » Voilà. Mais justement, cette proposition de valeur, comment vous la mettez en valeur, justement? Comment vous la faites vivre? On a parlé un peu en filigrane de ça, mais la notion de durabilité, qu'est-ce qu'elle vient chatouiller chez le consommateur? Qu'est-ce qu'il attend, ce qu'il attend pas? Parce que on parle du marché, mais finalement, là, je crois qu'on vient de réatteindre le volume de vols post-Covid. Pré-Covid. Donc on revient, on a retrouvé donc ça veut dire que les gens revoyagent, alors peut-être autrement. Est-ce que c'est durable? Je crois que non, hein, c'est dans la question. Bref, comment vous faites justement pour asseoir votre légitimité d'être un acteur local? Comment vous faites pour dire voilà ce que nous on fait et comment on le fait? Alors, en fait, l'ADN de Pierre et Vacances, c'est une société qui est lancée en 1968 en créant une destination qui s'appelle Avoria, qui est une super station de ski et qui est en fait une station sans voiture. Donc, dans les années 70, faire ça, on va dire qu'il fallait être assez visionnaire parce que tout le monde dit oui, c'est une évidence. Non, en fait, en 70, c'est pas une évidence de faire un endroit où il n'y a pas de voiture. Donc, Gérard Brémond, qui est le fondateur de Pierre et Vacances, crée cette destination. Il crée aussi Capesterel, qui est dans le sud, qui est une destination magique avec des vues incroyables. Il crée Pont-Royal. Tout ça avec vraiment un ADN qui est, on veut s'intégrer dans la nature, faire quelque chose d'extrêmement respectueux de l'environnement. Donc, c'est dans l'ADN de la marque. Donc avec l'équipe, un comité de direction, on s'est dit en fait on va essayer de faire fructifier ce positionnement historique et on va le faire avec une vraie conviction de fond. C'est de se dire que c'est notre positionnement. Nous on vend des vacances locales en fait, c'est-à-dire que nos clients ils font maximum 500 en moyenne, ils font entre 400 et 500 km. Pourquoi? Parce qu'on vend beaucoup de ski et il y a des Parisiens, des Lillois, des gens qui viennent et ils font de la voiture. Je suis pas en train de dire qu'ils viennent pas en voiture, mais on n'est pas sur du long courrier. On est vraiment sur des vacances plutôt de proximité. Et donc on se dit on va faire fructifier cet ADN. Et nous, notre conviction, on l'a dit tout à l'heure, c'est que on peut faire des vacances qui soient super fortes en émotion et qui soient faibles en carbone, faibles en émissions. Donc comment on fait ça? Déjà, on se dit il faut qu'on se donne des ambitions. Les ambitions, ça se mesure.
on se donne une trajectoire carbone, on dit on va diviser par 2 nos émissions carbone d'ici 2030. La bonne nouvelle, c'est qu'on a 2 ans d'avance et on a formé nos équipes, on a mis des moyens, on met des investissements. On est là pour aussi essayer de trouver des idées en local et de les faire émerger. Ça, c'est un truc hyper important. Et en parallèle, on essaye d'éduquer nos clients. Alors, avec beaucoup d'humilité, on n'est pas là pour leur donner des leçons. Les clients, ils sont en vacances. Des bonnes vacances, c'est des vacances où on passe du temps ensemble, en famille. On n'est pas là pour se faire prendre des leçons. On n'est pas là pour avoir un côté négatif. Nous, on est là pour essayer de donner aux enfants des petits leviers pour découvrir la biodiversité. Donc, sur certains de nos centres, on a fait des parcours qui vous permettent de découvrir, en lien avec la région, la biodiversité. On l'a fait au Rouret. Ça, c'est des démarches qui sont pédagogiques, qui permettent de s'intégrer dans l'expérience et l'émotion qui est véhiculée par le séjour. Mais ça ne décarbone pas, ça. Ah non, toutes les actions de décarbonation, c'est du vrai concret. Hein. C'est de l'isolation, on change des huisseries, on change des systèmes de chauffage. Quand on fait le bilan carbone de Pierre et Vacances, donc je pense que vous utilisez une société extérieure pour faire ça. Tout est mesuré. On prend en compte aussi le déplacement des vacanciers pour faire le... Oui. Ça, c'est scope 3. Alors, je ne vais pas rentrer dans la technicité, mais en fait, il y a le scope 1 et 2 qui est ce que vous pouvez vraiment maîtriser. Donc, c'est vraiment vos consommations. C'est ça sur lequel on s'est donné une ambition à moins 50. Oui, c'est-à-dire faire en sorte que les bâtiments consomment moins d'énergie. Exactement. Que là où on utilise du fuel, on essaye d'aller vers des énergies qui soient décarbonées. Donc, on l'a fait récemment. On a changé une chaudière à Banville. Des pompes à chaleur. Oui, c'était une biomasse. Une chaudière biomasse. Voilà. Donc, on va dans ce sens-là. Donc, ça coûte de l'argent, mais il y a du ROI derrière. Donc, ça, c'est des vraies actions de fond. Le client, on lui dit les éco-gestes, on lui explique. En même temps, il n'est pas là non plus pour faire des économies. Lui, il veut passer des bonnes vacances. Donc, nous, notre objectif, c'est de mettre toute notre énergie à ce qu'il passe des bonnes vacances. On est plutôt à lui dire, il y a des gestes respectueux de l'environnement, de donner à ses enfants des petites BD, des petits outils qui lui permettent de découvrir que la nature, c'est important, mais sans être donneur de leçons, plus en faisant découvrir les choses de manière locale. On propose. Voilà. Et le client dispose. Exactement. C'est un peu ça le... On n'est pas là pour lui imposer quoi que ce soit. Il est chez nous pour visiter la destination. On lui donne aussi cette opportunité avec ses enfants et les retours sont très positifs. Cette décarbonation qui est en cours, comment elle sert finalement votre communication ? Comment vous le faites savoir ou est-ce que vous ne le faites pas savoir ? Alors, on le fait savoir au sens... Non, on ne l'utilise pas comme un argument commercial. Pour être complètement clair, le client, la RSE, c'est important pour lui, mais en fait, il n'est pas prêt à payer pour. Donc, ça, c'est vraiment le constat de fond. C'est pas du tout la sensibilité au prix est très forte. Hein. Exactement. Le prix, la localisation, la destination, les services, la RSE, c'est un élément qui est secondaire. Nous, notre conviction, c'est que c'est important dans le long terme. Et en fait, on est même schizophrène, on a cette conviction qu'on doit se mettre cette ambition de réduction de carbone, d'émissions, en se disant qu'on doit faire des économies. Donc, on l'a mis en se disant cette trajectoire, on doit la tenir et on va le faire en réduisant les coûts parce qu'on veut que le client paye moins cher. Ce qui impose préalablement un investissement peut-être. Ça nécessite d'investir. Il y a des calculs Typiquement, isoler, c'est pour réduire les coûts à long terme. Exactement. Donc, il y a des éléments qui sont faciles, qui ont un retour sur investissement rapide. Il y a des choses qui sont plus longues. Donc, il faut faire un peu des deux pour faire que finalement ça soit rentable d'un point de vue économique. Mais c'est aussi une autre façon de... Je prends un exemple. Cette façon en fait de se dire il faut qu'on se dise que la RSE c'est un élément indispensable pour la planète, mais il faut qu'on aligne les intérêts, donc l'intérêt économique, il faut que ça soit bien pour le client, il faut que ça soit bien pour la planète. Ça nous a amené en fait à lancer une offre qu'on a appelée les dimanchistes, qui est en fait on a aujourd'hui 25% de notre offre qui est ouverte le dimanche pour les arrivées au ski. C'est parti d'un constat, je discutais avec un maire et le maire me dit le week-end dernier il y avait 3 heures de queue dans la montée pour la station. Et en fait on sort de là et on se dit mais pourquoi est-ce qu'en fait on fait pas les arrivées le dimanche ? Il y a plein de raisons historiques,
les cours de l'ESF, le samedi, on en parlait tout à l'heure. Mais en fait, toutes ces raisons, elles n'existent plus. C'est juste l'habitude, le poids de l'habitude. Donc, on a lancé, aujourd'hui, c'est 25% de notre offre. Ça a permis, juste pour donner ici, l'ensemble de l'offre. Si on faisait 30% des arrivées le samedi, le dimanche, sur l'ensemble des Alpes, il n'y aurait plus de bouchons. Nous, on est à 25%. Bon, alors, on n'est pas 100% de l'offre dans les Alpes, mais on pense qu'on contribue quand même à désengorger les stations. Tu as observé finalement des concurrents se dire qu'ils allaient faire la même chose ou qu'ils font la même chose? Le Club Med fait ça. Mais il fait toutes ses arrivées le dimanche. Nous, on veut pas déporter 100% du problème. Si le nouveau samedi, c'est le dimanche, ça sert à rien, en fait. Donc, nous, on pense qu'il faut diversifier les arrivées. Donc, ça, c'est typiquement des choses qu'on utilise dans notre com'. Parce que c'est une façon innovante de dire on trouve des solutions originales pour répondre à des problématiques. On parlait de ce scope 3 là, des déplacements. Ça, c'est typiquement une façon de donner l'opportunité à des clients qui veulent pas perdre du temps et en plus, by the way, émettre du carbone dans les bouchons le samedi. Plein de gens qui adorent. On a des clients qui arrivent le dimanche. Et ça nous permet de lisser nos arrivées, donc de faire que la qualité augmente. Donc tout ça, c'est bon pour la planète, c'est bon pour le NPS, la satisfaction client, et c'est bon pour les équipes parce que ça leur permet de désengorger ce samedi. Donc c'est typiquement des choses qu'on fait mais on veut pas en faire un élément de valorisation de la marque en disant, vous voyez, on est irréprochable au niveau RSE, c'est pas du tout notre. Je suis bien d'accord avec toi. Et c'est quoi les projets de développement? C'est quoi les prochaines étapes? Rappelle-nous à peu près. Tu m'as dit avant enregistrement, c'est quoi? 450 millions d'euros de chiffre d'affaires? C'est ça? L'ordre de grandeur. C'est quoi la suite de l'histoire pour Pierre et Vacances? C'est déborder encore plus loin des frontières? C'est renforcer le maillage national? C'est proposer finalement de nouvelles expériences? Continuer une montée en gamme? Comment ça s'inscrit la suite de l'histoire? Alors, en fait, sur les 5 ans qui se sont écoulés, les 2 premières années, on est revenu à l'équilibre post-Covid. Donc, tu as rempli ta mission. Oui, on a rempli notre mission, on l'a même dépassée. Et depuis 3 ans, on est en croissance. Notre EBITDA, donc notre rentabilité, s'est très largement améliorée. Il n'y a plus de perte d'argent et vous en gagnez. Et on en gagne. Et on peut financer notre développement et on est en avance par rapport à notre plan. Donc ça, on est très content. Maintenant, on est en train de se positionner pour la suite, de réfléchir à la suite. Et la suite, c'est le développement. C'est en fait, la marque est trop belle et trop incroyable. On a 70% de notoriété. C'est dans le top 3 des marques françaises dans le tourisme. Donc, on est obligé avec une marque comme ça de se mettre une ambition qui est très forte. Donc, avec l'équipe, on s'est dit comment on fait? Il faut que cette marque, on la fasse voir partout. Partout où nos clients ont envie de partir. Et nos clients, ils ont pas... Et aujourd'hui, on est très présent en France, on a 150 sites, on est très présent en Espagne. 150, ça fait combien de lits ou combien de logements? Comment on compte d'ailleurs? On compte en lits. Alors au global, on a à peu près 18 000 appartements, 80 000 lits. Ok. Donc voilà, on a un beau parc dans toutes les belles destinations sur le littoral et à la montagne. Donc on s'est dit on va aller chercher des nouvelles destinations. Donc en France, on continue à grandir, on continue à avoir des très beaux spots. On s'est dit on a pas mal de gens, des entrepreneurs qui sont venus nous voir en disant nous en fait on est hôteliers, on a envie de faire du locatif, les appartements, mais on a envie de les exploiter, mais la distribution, c'est compliqué. La marque, on a du mal à distribuer. On est là pour les aider. Donc aujourd'hui, on a 25 franchises qui sont des gens avec lesquels on travaille, souvent des entrepreneurs qui sont lancés. Et on est là pour les accompagner. On leur donne notre expertise, nos plus de 50 ans. Finalement l'immobilier. L'immobilier, l'exploitation, ils s'occupent de gérer. Et nous, on est là pour mettre la marque, leur donner les standards, faire venir les clients et faire que les clients soient ultra satisfaits. Le pur principe de la franchise. Exactement. Et ça vous permet d'avoir d'autres typologies d'hébergement ou d'attaquer des destinations sur lesquelles vous étiez absent? En fait, nous, on veut être... Notre ADN, c'est d'être dans les plus beaux spots. Donc, on a des entrepreneurs qui viennent nous voir, qui répondent à ce cahier des charges. On va pas leur acheter leur actif, c'est leur actif. Donc nous, on dit, notre marque, elle est ravie d'être là. On le fait en franchise. On aurait pu le faire autrement sur un autre modèle, mais c'est une façon d'accélérer le développement. Donc ça nous a permis en fait de remettre une nouvelle jambe à notre développement. On continue à s'engager, on dit à bail, c'est-à-dire qu'on va chercher les engagements de loyer en prenant la responsabilité à titre
personnel où on fait l'exploitation nous-mêmes et on fait la commercialisation, on met notre marque. Donc ça, c'est une façon d'accélérer le développement. On le fait en France, on le fait en Espagne et on le fait dans de nouvelles destinations. Pourquoi ? Parce que ce qu'on voit, c'est que on a parlé du marché, c'est un marché en croissance, c'est un marché aussi qui a des hauts et des bas. Il y a des destinations qui marchent très très bien une année et des destinations qui marchent moins bien. Il y a 3 ans, la Corse, c'était extraordinaire. Là, c'est plus difficile. La Grèce, ça a été extraordinaire. C'est plus difficile. L'Espagne a le vent en poupe. Mais peut-être que ça ne durera pas 2000 ans. Donc, il faut qu'on diversifie. Donc, on est là aussi pour aller mettre la marque dans des endroits où on n'est pas encore. Donc, on est, je disais, en Espagne et en France. On a lancé l'Italie il y a 2 ans. On a déjà 4 destinations, 4 sites. On va lancer de nouveaux pays. Donc, ils ne sont pas encore confirmés. Il y en a un dans le sud, un peu à gauche de l'Espagne. Et il y en a un autre dans les Alpes, pas très loin de la France. Donc, c'est aussi une façon de proposer des nouvelles destinations à nos clients. Donc là, c'est pour finalement apporter une réponse à une clientèle française qui voudrait aller à l'étranger, ou alors c'est pour capter la clientèle locale? On fait les deux. C'est-à-dire que quand on se développe dans un pays, on utilise évidemment notre clientèle française et espagnole qui maintenant est très significative. On a 2 millions de clients, donc on les fait voyager, on répond à leurs attentes. On est sur des destinations qui sont plutôt voitures, parce que je reviens sur notre ambition RSE, on n'est pas là pour pousser du long courrier. Maintenant, on est aussi là pour s'inscrire durablement dans ces destinations. On n'est pas là pour ouvrir 4 sites en Italie. On veut en avoir une vingtaine assez rapidement. Donc, il faut, pour faire ça, donner de la visibilité à la marque, attirer une clientèle locale. Donc, on le fait en investissant en marketing, en investissant dans la marque et en faisant que ces pays deviennent comme l'Espagne. A été lancé il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est 50 sites. La marque se développe. La marque a... 50 sites en propre, ou alors est-ce que le concept de la franchise est aussi déployé dans ces pays? On a une dizaine de sites en franchise en Espagne. On associe les deux, pareil. Dès qu'on peut, on le fait en développement direct ou on le fait en franchise. Du moment que la marque est au bon endroit et qu'on valide la destination, on est ravi de le faire avec tous les modèles. Un site, c'est quoi un site moyen en termes de taille, que ce soit en France, en Espagne, en Italie? Je pense que c'est partout pareil. En dehors de la montagne, peut-être, qui est différent. C'est une centaine d'appartements. D'accord. Après, on a aussi diversifié, j'y venais. On a des clients qui veulent de l'hôtel. Pourquoi ? Parce qu'il y a des destinations hôtelières, beaucoup en Espagne. Des Espagnols aiment beaucoup l'hôtel parce qu'ils n'aiment pas cuisiner, en fait. Ils cuisinent très très bien, les Espagnols, je ne critique pas, mais ils cuisinent pas en vacances. Donc, ils veulent un endroit où on leur fait à manger et où ils puissent profiter de la destination. Donc, on a ouvert aujourd'hui, on a 16 hôtels qui sont ouverts et qui répondent à une clientèle complémentaire. Donc, on a diversifié on a fait la franchise, on a diversifié les destinations et on diversifie les concepts. On a d'autres choses en tête. On réfléchit sur des éco-resorts, on réfléchit sur de l'hôtellerie lifestyle. Donc, on a plusieurs cordes à notre arc et l'idée, c'est de pouvoir déployer ce concept au moment où on est au bon endroit, en fait. Voilà. Donc, merci pour ces précisions. Je le disais en introduction, tu l'as répété aussi, la relation client, le client, il est clé, il est au centre des préoccupations de tout le monde. Singulièrement chez vous, il y a une notion d'émotion, on l'a expliqué, liée aux vacances. Ces sujets-là de prise de customer care, tu as parlé d'NPS, ouais. De CRM, d'acquisition, de fidélisation, bref, tout ça, à quel point c'est important pour vous? Comment vous faites pour gérer ça? C'est pas que du NPS. Hein. Non. Alors, oui et non. Donc, ça fait 10 ans qu'on fait ça. Donc, on a parlé, l'innovation, on l'a mis dans le processus de vente. On a nettoyé tous les irritants dans le processus de vente. On a fait la même chose quand j'ai pris la direction générale. Donc, on a nettoyé tous les irritants sur site et on a amené le NPS qui était à 19 en 2019, donc pré-Covid, à aujourd'hui, il est entre 45 et on frise les 50. Donc, on a vraiment des niveaux de performance et de satisfaction client qui sont très forts. Moi, ma conviction profonde, c'est que, et on l'a mesuré, 80% la satisfaction de nos clients se fait sur site. C'est-à-dire que c'est au moment des vacances que tout se passe. Ça ne veut pas dire que les 20% qui restent sont pas indispensables avant et le après, il est ultra important. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se dire, il faut que l'expérience sur site, elle soit parfaite. Donc, on a repris les bases.
sur les 2 premières années. On a remis tout au carré, faire que l'expérience soit. On a donné de la visibilité aux initiatives locales pour que, en fait, chacun des sites puisse faire émerger une différenciation, une décoration un peu atypique, des prestataires qui font venir, une petite activité qui est intégrée. Donc tout ça, ça a permis aussi de dire, on a nos bases de services et on y met en fait du local parce que le local c'est important et chaque directeur de site il est là pour apporter une couche spécifique et en fait son petit ADN, son ADN local. Donc ça a été fait, c'est ultra important. Maintenant, est-ce que on n'investit pas dans la donnée ? Évidemment que si, on investit beaucoup dans la data. Alors, il y a en 2010, dans les quelques années quand je m'occupais du web, de la data, c'était vachement plus facile. Il y avait des cookies, il n'y avait pas de problème des réglementations européennes, c'était ultra clair. Donc vous mettiez quelque chose, vous faisiez de la personnalisation, on faisait plein de use cases, etc. Bon, on va être clair, on faisait plein de choses, mais même à l'époque, il y a beaucoup de POC qui marchaient, mais la généralisation, elle ne fonctionnait pas tout le temps. Je prends toujours un exemple que j'aime bien de l'époque. On a en fait fait de l'émission de promo code, donc fait des bons de réduction sur des clients qui ne convertissaient pas. Donc on émettait un bon de réduction et on a mis de la data science, on a mis plein d'intelligence, etc. pour faire un modèle ultra prédictif. Et en fait ça on l'a lancé, mais en parallèle on a fait un peu de bon sens avec le client qui part, on pourrait lui proposer ça. En fait, on a fait des règles de gestion en mode règle de 3. Le modèle en data science a mis 9 mois à battre le pragmatisme et la simplicité, en fait. Ça a mis 9 mois dans lesquels en fait, l'intelligence, la data science, était moins bonne. Donc, il faut pas oublier que ce qui est important, c'est le client, et qu'il faut beaucoup réfléchir à comment on utilise la donnée. Et avant de mettre de la complexité et des modélisations ultra structurantes, il faut mettre beaucoup de pragmatisme. Le client, il veut quoi ? On lui met un promo code, on se dit que le montant, il est un tel, on s'assure qu'il n'y ait pas de cannibalisation et le modèle, on va le tester après. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, c'est que c'est devenu beaucoup plus compliqué avec ces problématiques de cookieless et toutes ces problématiques de réglementation. Et donc, notre objectif maintenant, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait pour remettre de l'humain et de la pertinence dans les choix qu'on fait. Donc oui, on a beaucoup de data. On a de plus en plus de mal à interpréter parce que la donnée, elle n'est pas propre. Donc, on recrute d'ailleurs... Elle n'est pas propre puisqu'elle est trop diverse. Parce que c'est devenu statistique, je veux dire, on est plus sûr de ce qu'on fait, le trafic, la conversion, elle est beaucoup plus difficile à mesurer. Vous avez des multiples sources qui sont pas ultra convergentes, donc c'est devenu d'autant plus important d'utiliser cette donnée, mais il faut le voir comme une donnée brute. Et on est très attentif, notamment sur les profils qu'on recrute. On était très data science, profil ultramat, etc. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les critères de succès, c'est d'avoir des gens qui sont capables de rester proches du business et d'échanger, en fait. Parce que vu que la donnée est plus compliquée à interpréter, parce que il faut prendre des expertises côté CRM, qu'il faut prendre côté acquisition, en fait, on a des gens qui sont devenus en fait des gens qui ont beaucoup d'humilité, sont capables d'interpréter des données, mais aussi de poser des questions et d'aller dans des directions. Et on est dans une volonté d'aller dans une direction, mais en étant assez agile dans la manière dont on le met en place. Et ça, c'est super important pour pouvoir en fait rester très bon. On est très bon en CRM, on investit dans les réseaux sociaux, on bosse. Justement, les réseaux sociaux, est-ce que c'est un outil qui vient aider à raconter l'histoire ? Est-ce que finalement c'est une opportunité de raconter de partager des émotions autrement que par le site internet? Comment vous utilisez ça, les réseaux sociaux? Alors, on l'utilise, on bosse avec des influenceurs, en fait, pour un des points, et c'est d'ailleurs quand on a relancé la marque, Pierre et Vacances, on s'est rendu compte, une des études qui était très marrante, c'est que
on a 90-95% de nos clients qui adorent Pierre et Vacances. Ils sont dingues, ils disent c'est super, les sites sont dingues, l'accueil est incroyable. Et quand vous parlez de Pierre et Vacances à des prospects, des gens qui sont pas allés, ils se souviennent vaguement d'un truc de Pierre et Vacances il y a 30 ans, et ça leur évoque pas un imaginaire forcément très positif. Je dis pas qu'il y en a, moi, la marque, je la connais, mais on avait vraiment une décorrélation entre ce que les clients vivaient et ce que les prospects avaient en tête. Et on a première campagne post-Covid, on s'est dit, nos résidences évoluent plus vite que les mentalités, et que la perception de la marque, en fait. Et en fait, les influenceurs, c'est la même chose. C'est que, toujours avec le sourire, avec beaucoup de fun, on arrive à présenter le produit en montrant, Pierre et Vacances, en fait, c'est des super destinations, c'est un super produit, on peut faire des tas de choses dans des beaux endroits, et avec le sourire. Donc, on le monte en disant, Pierre et Vacances, c'est pas ce que vous pensez. Et en fait, avec le sourire, on arrive à faire redécouvrir la marque à des clients qui n'étaient pas Pierre et Vacances à 50 ans. Quand vous êtes jeune de 20-25 ans, vous ne connaissez pas. Donc, on fait redécouvrir la marque avec des influenceurs plus jeunes. Ou découvrir, en fait, finalement. Ou découvrir, exactement. Donc, justement, c'est qui la typologie de vos clients, de vos clients? C'est que des familles, majoritairement des familles? Est-ce que c'est plutôt jeune, plutôt moins, CSP+, CSP-? Comment on les catégorise, finalement, vos clients? Alors, c'est majoritairement des familles, 60% quand on prend les familles au sens large. On a aussi des couples, on a parlé des retraités, des célibataires, mais nous, on vise essentiellement les familles. Le profil type, il n'y en a pas vraiment. Parce que une des particularités aussi de Pierre et Vacances, c'est qu'on a une notoriété forte et qu'on a une marque grand public. On parlait tout à l'heure de premiumisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'aime pas trop ce terme parce que premiumisation, c'est souvent associé à je fais que du 5 étoiles. Nous, notre volonté, on a 2 millions de clients. On a des clients qui partent en 3 étoiles, des clients qui partent en 5 étoiles et il faut que la marque, elle puisse répondre aux deux. Donc, on est vraiment sur un profil. On est plutôt sur des CSP+. Les gens qui partent en vacances, c'est des gens qui ont plus d'argent que la moyenne. Donc, je ne vais pas dire qu'on est sur l'entrée de gamme, mais entre le 3 et le 5 étoiles, il y a une grande diversité d'or. Par contre, les gens, ils cherchent quoi? Ils cherchent à se retrouver en famille, avoir un bon moment, des vacances simples et réussies. Et nous, on se dit qu'on est capable d'accompagner l'ensemble des familles, que ce soit dans du 3, dans du 4 ou du 5 étoiles, en France, en Espagne ou dans d'autres pays. Voilà. Écoute, Grégory, tu sais que ça fait déjà 1h04 qu'on est derrière le micro. Je pense qu'on aurait pu rester encore un peu plus. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, je crois qu'on a bien respecté la structure qu'on voulait de départ. Tu nous as beaucoup présenté, tu nous as bien présenté Pierre et Vacances. Et une fois encore, je crois que c'était éclairant que tu te sois présenté en détail comme tu l'as fait. On comprend complètement la trajectoire que tu imprimes à Pierre et Vacances, aussi au regard des expériences passées qui ont été les tiennes. Merci pour cet échange. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, les messages que vous me faites parvenir. Merci comme Exposium avec le one-to-one Retail e-commerce de Monaco, l'expérience client. Et puis, on va citer le Be Better parce que c'est là où on s'est rencontrés. Exactement. Il y a 10 jours à peine. Grégory, si on veut rentrer en contact avec toi, LinkedIn, c'est le meilleur des moyens. C'est parfait, ouais. Okay. Avec grand plaisir. Bon, écoute, merci encore à toi. Et puis, merci, Cyril. À très bientôt. Ciao.